Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un roi allié de Rome, puis ennemi. Vainqueurs de Carthage, les Romains ont réglé le problème africain. C'est oublier Jugurtha, un humide aux ambitions bien affirmées. Pour régner sans rival, ce prince et général talentueux déclenche une guerre à mort contre Rome. Vous voulez en connaître plus sur la révolte de Jugurtha? Venez avec moi. Trois défaites traumatiques ont ponctué l'irrésistible élan de la République romaine. La prise de Rome par le Gaulois Brennus en 390 avant Jésus-Christ, le désastre infligé par Hannibal à Cannes en 216 avant Jésus-Christ, mais aussi et surtout celle infligée par les Samnites en 321 avant Jésus-Christ, qui force les vaincus à défiler comme du bétail sous les joues des fourches caudines. Aussi, lorsqu'à l'hiver 110 avant Jésus-Christ, Jugurtha réédite l'humiliation en faisant à nouveau courber les chines à 40 000 légionnaires. Son geste est réfléchi. Il a combattu dans les rangs romains, connaît leurs mœurs et compte des amis jusque sur les bancs du Sénat. C'est un défi mortel. Le relevé va plonger l'Afrique du Nord dans un interminable enfer que l'armée romaine ne s'attendait pas à vivre. Quand s'achève en 146 avant Jésus-Christ la troisième guerre punique, Rome paraît en effet toute puissante. Elle a fait de la Grèce et de la Macédoine des provinces, solidement établi sa domination sur l'Hispania et ses mines d'or, tout en fondant en Gaule les colonies d'Aix et de Narbonne. Mais les guerriers n'ont pas le temps de se reposer, car les menaces surgissent de partout. Du nord déferlent des tribus qui ravagent les provinces alpines. Au sud, les esclaves siciliens se soulèvent en 140 avant Jésus-Christ, amorçant 8 ans de guerre. À l'est, Pergame se révolte en 130 avant Jésus-Christ. Mais c'est des territoires côtiers de l'actuelle Algérie que vient en 112 avant Jésus-Christ le coup le plus inattendu. La Nubidie s'embrase. Pour les Romains, l'affaire sonne comme une trahison. Allié jusqu'à présent indéfectible, le royaume de Nubidie existe surtout par la grâce du Sénat et des Scipions, qui l'ont favorisé au détriment de Carthage après la défaite d'Hannibal. Les Scipions ont donné une dizaine de grands généraux à la République, dont Lucius Cornelius Scipio, qui enlève à Carthage la Corse et la Sardaigne, et Publius Cornelius Scipio, qui combat contre Hannibal et son frère Hasdrubal. Le fils du second, Scipion l'Africain, est le vainqueur de Zama en 202 et le grand vainqueur d'Hannibal. C'est le petit-fils adoptif de l'Africain, Scipion Émilien, qui détruit Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Entre 174 et 172 avant Jésus-Christ, le roi Massinissa a ainsi pu mettre la main sur 70 villes puniques sans que les Carthaginois soient autorisés à répliquer. À sa mort, son royaume court des frontières du Maroc actuel aux confins de la Libye. Les Romains constatent, trop tard, qu'ils ont créé un monstre, mais ne peuvent rien faire. La politique de Massinissa est de contenir les interférences romaines en Afrique, tout en démontrant des preuves de fidélité. En 146 avant Jésus-Christ, les sénateurs finissent cependant par agir. Pour empêcher le Nubide de s'emparer de Carthage, ils déclarent eux-mêmes la guerre à Carthage, qui n'a pourtant enfreint aucun traité. Le Nubide, qui se considère spolié de leur dû, enrage. Deuxième action du Sénat, divisé pour mieux régner. À la mort de Massinissa en 148 avant Jésus-Christ, Scipion Émilien, sous prétexte d'arbitrer des querelles successorales, partage le royaume entre les trois fils du défunt. Mais en 140 avant Jésus-Christ, Mastanabal meurt dans des circonstances obscures, suivi tout aussi mystérieusement par son frère, Gulussa, laissant Missipa seul aux commandes. Lorsque Mispa meurt en 118 avant Jésus-Christ, les Romains ne s'inquiètent pas. Les trois enfants du défunt ont juré de s'entendre pour gouverner la Numidie. Ses fils illégitimes, Aderbal et Ypspal, ainsi que son neveu adoptif, Jugurtha. Mais ce dernier n'a aucune intention de tenir parole. Il fait exécuter Ypspal et met la main sur son trésor, puis il lance une armée contre son frère, Aderbal. Battu, réussit cependant à se réfugier à Rome, où il plaide son cas devant le Sénat. Pour Jugurtha, c'est un coup dur. Lui qui espérait mettre Rome devant le fait accompli, le voilà menacé d'être déposé par une décision prise sur les rives lointaines du Tibre. Jugurtha, cependant, dispose de sérieux atouts dont ne bénéficiaient pas les précédents adversaires de Rome. Philippe V de Macédoine, Persée, Pyrrhus, Hannibal
ne parlait pas latin, ne connaissait pas les mécanismes de la politique et de l'armée romaine. Il n'avait pas d'amis au Sénat. Jugurtha, lui, a tout cela et bien plus. Pour commencer, il est presque romain. En 134 avant Jésus-Christ, alors qu'il était tout jeune, Mispa l'a envoyé sans doute pour s'en débarrasser, avec des cavaliers et quelques éléphants, soutenir Scipion Émilien, englué dans le siège de Numance, en Ibérie. Là-bas, le jeune prince a appris les tactiques de la légion romaine et s'est mêlé à l'aristocratie. Puisqu'à cette époque, tous les hommes qui veulent entamer une carrière politique doivent faire quelques années de vie militaire, comme tribun. Le Numide, aussi fougueux au combat qu'avisé dans le conseil, attire l'attention et intègre l'état-major de Scipion. Selon Salluste, le général romain écrit à Mispa: Votre Jugurtha est cher à notre cœur pour les services qu'il nous a rendus, et nous userons de toute notre influence pour le faire aimer du Sénat et du peuple romain. Salluste est un historien romain contemporain de la guerre civile au 1er siècle avant notre ère. Nommé gouverneur d'Africa Nova, la Numidie annexée, en 46 avant Jésus-Christ par Jules César. Il y écrit l'histoire de la guerre contre Jugurtha à partir de sources locales ou romaines, comme Sylla et Rufus. Amer, il a tendance à expliquer les événements par la corruption de son époque. Jugurtha compte bien utiliser ses appuis tout en prenant la précaution d'envoyer des ambassadeurs soudoyer les sénateurs importants. Et miracle, on l'écoute. Au lieu de condamner le fratricide usurpateur, le Sénat lui donne l'ouest de la Numidie, peuplé mais pauvre, tandis que l'est, plus prospère mais moins dense, est remis à Aderbal. Bien entendu, Jugurtha n'a pas du tout l'intention de respecter l'arbitrage. Pour éviter cependant d'être accusé d'avoir déclenché les hostilités contre son demi-frère, il se contente de petites incursions sur ses terres, jusqu'à ce que Aderbal, excédé, craque et déclare la guerre en 112 avant Jésus-Christ. Maître de la manœuvre, combattant déjà expérimenté, Jugurtha surprend l'ennemi en pleine nuit, à la tête d'une petite armée. Aderbal s'enfuit et s'enferme dans Cirta, après avoir envoyé un nouvel appel à l'aide à Rome. Les enquêteurs dépêchés par le Sénat sont accueillis par un Jugurtha tout aux petits soins. Il les couvre de cadeaux, assure qu'il va lever le siège et épargner Aderbal. Les Romains rassurés repartent. Mais le siège n'est pas levé. Lorsqu'une seconde commission revient le menacer de représailles, Jugurtha a le choix entre résister, pariant sur le fait que Rome a d'autres chats fouettés, notamment en Illyrie et en Macédoine insurgée, ou rentrer dans sa demi-midi. La ville de Cirta décide à sa place. Persuadée que la menace romaine a suffi, elle se rend. Jugurtha s'empare aussitôt d'Aderbal et le fait exécuter. Le désormais seul roi de Numidie pense avec raison que toutes ces querelles de succession africaine ne sont pas un motif suffisant pour que Rome entre en guerre, et qu'il suffit d'attendre que cela se tasse. Mais ces soldats, ou peut-être des habitants de Cirta, massacrent les nombreux commerçants italiens de la ville, qui ont participé activement à sa défense. Pour le Sénat, c'est une provocation gravissime. Et s'il hésite encore à intervenir contre le vieil allié numide, les tribuns du peuple et l'ordre équestre vont lui y forcer. Les tribuns du peuple ou de la plèbe sont des magistrats qui agissent en parallèle des pouvoirs judiciaires et législatifs classiques. Élus pour un an par les citoyens romains non patriciens, ils défendent ceux qui, condamnés, font appel à eux. Ils disposent d'un droit de veto. Ils deviennent le fer de lance des populares. Les partisans d'une redistribution des terres et des richesses de la conquête contre les optimates, les conservateurs. Mais pourquoi le tribun du peuple et l'ordre équestre veulent forcer le Sénat à intervenir en Numidie? Le premier, parce que leur champion, Caius Memnus, utilise l'affaire comme levier pour dénoncer la corruption des sénateurs. Le second, parce que la noblesse, à la tête du commerce, a perdu des agents dans cette affaire et qu'elle veut protéger des très lucratifs intérêts africains. Un corps expéditionnaire commandé par le consul Bestia débarque donc outre-Méditerranée, où il s'empare de quelques villes. Malin, Jugurtha évite l'affrontement. Il négocie une trêve, offre du grain, du blé, 30 éléphants et sans doute quelques pots de vin. Et les Romains rembarquent. Le successeur de Bestia, Aulus Postumius Albinus, revient alors à la charge, sans doute alléché par le gâteau. Les légions cherchent cette fois à en découdre pour mettre la main sur le trésor du roi numide. Mais Jugurtha glisse comme le sabre entre les doigts de Postumus, tandis que les redoutables cavaliers numides multiplient les improvisations de raids meurtriers avant de s'évanouir, comme par magie.
Confronté à la guérilla, la machine de guerre romaine s'enraye, puis coince. En 109 avant Jésus-Christ, Jugurtha surprend l'armée de Postumius, 40 000 hommes, estimés selon Orose, ce qui semble un peu exagéré, au milieu des collines Sutules, près de Guelma, dans l'est algérien. C'est un massacre, et le lendemain, le général et ses milliers de vaincus sont forcés à passer sous le joug. L'insulte méritant une punition mortelle, Metellus, nouveau consul, lance l'année suivante une troisième campagne. Général expérimenté, il a obtenu de prolonger son mandat pour la durée de la guerre et s'est entouré de militaires endurcis comme Caius Marius et Rutilius Rufus. Jugurtha accepte cette fois la bataille rangée, mais choisit le terrain. Les collines qui bordent une certaine rivière, Mutule, le site reste incertain. Il dispose son armée sur les hauteurs le long du parcours que doit emprunter l'armée romaine. Metellus, prudent, couvre ses flancs d'archers et de frondeurs, puis il envoie sa cavalerie repérer un camp près de l'eau pour s'y fortifier. C'est alors que l'armée numide attaque, en gardant ses distances. Mais si les flèches, les pierres et les javelots criblent les légionnaires, ceux-ci ne flanchent pas pour autant. Pire pour Jugurtha, l'attaque lancée contre l'avant-garde de Rutilius par Bombilar Car, son adjoint, échoue quand ses 40 éléphants, gênés par les arbres, sèment le désordre dans l'infanterie. Les Romains contre-attaquent, mettent en fuite les Numides, avant de rejoindre Metellus qui a formé un carré près de la rivière. Une posture certes défensive, mais en évitant la déroute et en restant maître du terrain. Le Romain gagne sa bataille. Deux autres confrontations tournent par la suite à son avantage sans mettre fin à la guerre. Incapables de s'emparer de l'ennemi, les Romains font face à partir de 109 avant Jésus-Christ à une guérilla à grande échelle. Une stratégie choisie par Jugurtha et qui va bouleverser leur vision de la guerre. Le roi des Numides a en effet réussi à se concilier la tribu méridionale des Gétules et les morts du roi Bocchus qui règne sur la Mauritanie. Côté adverse, les cartes sont aussi rebattues. Marius, ex-fidèle lieutenant de Metellus, est retourné à Rome pour se faire élire consul, puis revient en Afrique avec de nouvelles troupes pour évincer son ancien chef. Il entreprend de méthodiquement réduire l'effort numide. En 106 avant Jésus-Christ, Marius parvient devant l'ultime refuge qui paraît imprenable. Un fortin perché au-dessus de la rivière, Mulucca, accessible par un unique et étroit sentier. Mais un soldat ligurien suggère à son chef un habile stratagème. Une dizaine de cornissins, les trompettes romaines, escaladent les parois à pic pendant que Marius lance un assaut frontal. Puis une fois sur la falaise, il sonne la charge. Les Numides, persuadés qu'ils sont tournés par une troupe importante, refluent en masse dans le fort, poursuivis par le Romain qui emporte la place. La victoire n'est pas totale, Jugurtha n'est pas là. Autour de Cirta, leur base militaire, les Romains subissent deux attaques majeures de l'armée coalisée des Numides, Gétules, morts. Malgré des pertes sévères et une nette infériorité numérique, environ 90 000 coalisés selon Orose, contre sans doute 2 fois moins de Romains. Les légions sortent victorieuses. Enfin, Bocchus, qui a perdu l'essentiel de son armée, choisit de parlementer. C'est ce qu'attendait le Sénat, qui lui promet un traité d'amitié. Quand il l'aura gagné, précise Salluste. Message reçu, alors qu'il tente de négocier, Jugurtha est saisi par son ex-allié et livré aux Romains. La guerre est terminée. En 46 avant Jésus-Christ, la Numidie est annexée avant d'être intégrée à la province d'Afrique. Elle restera près de 5 siècles sous le joug romain jusqu'à l'arrivée des Vandales en 435. Quant au roi déchu, il est expédié à Rome en 104 avant Jésus-Christ pour défiler enchaîné derrière Marius qui s'apprête à tirer bénéfice politique de son triomphe. Pour Plutarque, Jugurtha meurt de faim dans sa prison. Pour Orose, il est prosaïquement étranglé, comme le sera un demi-siècle plus tard Vercingétorix, symbole de la résistance d'un autre peuple, les Gaulois. Comme on l'a vu, Jugurtha a donné du fil à retordre à Rome en anéantissant les légions envoyées contre lui. Roi insaisissable, il finit par céder devant la puissance romaine, aidé par une trahison opportune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.